Les non-dits en direct. Ici, on dit ce que d'autres préfèrent taire. Sans hystérie, sans fioriture. On décortique les déclarations clés, les faits et leurs conséquences, clairement, point par point, pour comprendre ce qui se passe et où ça mène. Si ce format vous plaît, abonnez-vous dès maintenant, mettez un like et laissez votre avis en commentaire. Votre opinion compte. Scott Rader, bienvenue ici, mon cher ami. Lorsque nous avons parlé pour la dernière fois, c'était samedi matin et la guerre venait de commencer. Vous nous avez raconté votre compréhension de ce qui s'est passé et où il allait. Comment vous sentez-vous après 3 jours? Je pense que ce que je vous ai dit est dépassé. Tout d'abord, en tant qu'opération de changement de régime, nous avons échoué. Je veux dire, le but de tout cela était le changement de régime. Au lieu de cela, ce que nous avons fait, c'est donner à ce régime iranien plus de pouvoir que les gens pourraient imaginer. Si le but du meurtre d'Ali Khamenei était de faire descendre les Iraniens dans la rue, nous avons réussi. Des millions d'Iraniens sont descendus dans la rue aujourd'hui pour pleurer sa mort. L'Iran n'a jamais été aussi favorable au gouvernement iranien qu'aujourd'hui. Plus nous bombardons l'Iran, plus le soutien devient fort. Je voudrais rappeler l'impact des campagnes de bombardement stratégiques contre l'Allemagne pendant la Seconde Guerre mondiale. Ce genre de situation n'ébranle pas la détermination des Allemands. Au contraire, ce genre de pression renforce leur résilience, leur résistance et leur aptitude à améliorer leur productivité. En fait, la production d'avions de combat allemands a augmenté sous les bombardements, car ils ont trouvé de nouvelles et meilleures façons de le faire. Il en va de même pour les Iraniens. Les Iraniens se sont préparés à ce conflit depuis plus de 20 ans, depuis que Dick Cheney a menacé pour la première fois de déclencher une guerre existentielle en 2005. Les préparatifs sont terminés. Iran, il n'y a pas d'échelle d'escalade ici. Ils frappent droit au cœur. Ils détruisent les infrastructures militaires américaines au Moyen-Orient. Ils détruisent l'infrastructure diplomatique américaine au Moyen-Orient. Ils imposent des sanctions sévères contre Israël, occasionnant des répercussions imprévues et difficiles pour celui-ci. Ils punissent les pays arabes du Golfe. Pour la première fois, ils ont fermé le détroit d'Ormuz. Le Qatar, premier producteur mondial de gaz naturel, a déclaré force majeure. Ils ne livrent pas d'énergie. Lloyd's of London ne garantira pas le passage des navires dans le détroit d'Ormuz. Des attaques sur des infrastructures pétrolières essentielles en Arabie saoudite s'intensifient, tandis que les Émirats subissent des agressions ciblées sur des points stratégiques, comme leurs soupapes de sécurité et oléoducs. L'Iran a clairement indiqué qu'aucun baril d'énergie ne sera expédié hors du Golfe Persique, ce qui signifie que si cela continue, ce sera la fin de l'économie mondiale. C'est donc une victoire pour l'Iran. L'Iran gagne cette guerre, aucun doute. Les bâtiments que les États-Unis et Israël bombardent sont des bâtiments vides. Comme mentionné, l'Iran a longtemps anticipé cet affrontement, déplaçant méthodiquement ses installations de production essentielles hors d'atteinte et mettant en lumière son endurance stratégique préparée depuis 2 décennies. Les matériaux à l'intérieur de ces bâtiments ont été enlevés et cachés dans des endroits où nous ne savons pas où ils se trouvent et hors de portée. C'est pourquoi nous allons démolir les bâtiments vides, comme m'a dit un général irakien lors d'un conflit prolongé au Moyen-Orient. Vous, les Américains, êtes forts pour détruire des bâtiments. Nous, les Irakiens, sommes forts pour construire en béton. La différence est que lorsque vous démolissez un bâtiment, il est souvent vide. Lorsque notre béton est durci, nous remettrons le matériau et nous sommes de retour à l'endroit où nous avons commencé. Vous n'avez rien accompli et je suis ici pour vous dire maintenant que cette campagne ne fera qu'aggraver les choses. Je dirais que nous avons bombardé un site web aujourd'hui qui aura un impact stratégique et même plus stratégique sur Billy Ali Khamenei. Aujourd'hui, l'Assemblée d'experts de 88 membres s'est réunie dans le calme. L'Assemblée des experts est un organe démocratiquement élu par les théologiens et les peuples dont le travail est de superviser les travaux du guide suprême lorsqu'il ne lui succédera plus. Ils votaient pour un nouveau leader suprême aujourd'hui quand Israël, les États-Unis ou les deux bombardent le bâtiment. Nous ne connaissons pas le sort de cette assemblée, mais je peux vous le dire. Si vous voulez encourager l'Iran à produire des armes nucléaires, des bombes, une assemblée d'experts pendant qu'ils choisissent le prochain guide suprême, l'Iran a déclaré publiquement qu'il conservait 450 kg d'uranium enrichi à 60%. On ne sait pas où il est. L'Iran a probablement également isolé au moins une cascade, peut-être plus de 164 centrifugeuses, avec lesquelles il pourrait convertir 60% en 964%. Nous savons que l'Iran affirme avoir tout ce dont il a besoin pour fabriquer une ogive capable de transporter une arme nucléaire sur l'un de ses missiles, à l'exception du noyau fissionnel. Si nous voulions mener une guerre nucléaire avec l'Iran, nous pourrions presque garantir ce résultat parce que nous avons tué un homme qui a dit non aux armes nucléaires, Ali Khamenei,
Il a émis 2 fatwas affirmant que l'Iran ne pourrait en aucun cas tenir ses responsables. Il est mort maintenant. L'un des théologiens du comité de 3 personnes qui l'a remplacé était ouvertement favorable aux armes nucléaires. Maintenant, il pourrait être bloqué par des assemblées d'experts qui auraient pu élire un nouveau leader suprême qui partage les idées d'Ali Khamenei, mais ils ont déjà été tués, donc je peux vous assurer qu'ils ne seront pas enclins à continuer d'adopter une position passive sur la question de la guerre nucléaire lorsqu'ils réuniront à nouveau l'Assemblée des experts. De grands théologiens ont suggéré à Khamenei que dans les conditions d'existence, les fatwas peuvent être renversés et que la fabrication d'armes nucléaires n'est pas contraire à la jurisprudence islamique si elles peuvent être utilisées pour arrêter les forces que la République islamique essaye de détruire. Ces forces fonctionnent aujourd'hui en bombardant les experts de l'Assemblée générale. Quels sont les profils des Américains et des Israéliens et signifiant leur origine des États-Unis où l'on est financièrement impliqué? Les missiles intercepteurs sont presque à court? Oui, nous savons qu'ils sont de moins en moins nombreux et c'est pourquoi le 3e jour, Donald Trump est en fait le 2e jour. Donald Trump est en train de changer les plans de guerre. C'est pourquoi il doit rencontrer ces planificateurs de guerre qui disent que nous en sommes finis. Nous avons accompli notre mission. Nous sommes confrontés à une catastrophe imminente. Nous avons besoin. Nous n'avons plus d'armes. Puis Pete Hegseth lui donna des conseils. Oh non, nous avons encore vous savez, nous avons des stocks mondiaux. Eh bien, donc il se retire maintenant de la Corée du Sud et du Japon, des missiles EFAD de la guerre, des missiles Patriot de la guerre, frapper les stocks là-bas. Cela signifie que lorsque vous regardez le document de stratégie de sécurité nationale publié par l'administration Trump en novembre dernier, il dit que notre priorité militaire est d'obtenir une supériorité militaire conventionnelle sur Taïwan dans la première chaîne insulaire, la deuxième chaîne insulaire. Actuellement, nous abandonnons certains de nos avantages traditionnels pour maintenir une présence au Moyen-Orient, affaiblissant ainsi notre force dans le Pacifique. Ce n'est pas seulement Israël et les États-Unis qui en sont affectés. Les Émirats arabes unis, disposant de 2 milliards de dollars en système de défense antimissiles américains, sont en pénurie et demandent une aide urgente aux États-Unis pour compléter leurs besoins. Souvenez-vous, les Émirats arabes unis, le Koweït, Bahreïn, l'Arabie saoudite, le Qatar et d'autres sont toujours protégés par le parapluie sécuritaire des États-Unis, qui leur ont promis que l'Iran ne représenterait jamais une menace tant que les États-Unis continueraient à être leur allié fidèle. L'Iran intensifie ses attaques contre ces individus et bases américaines. Les États-Unis se sont révélés être un tigre de papier. Ils ne peuvent pas protéger ces pays. Mais maintenant, ces pays ont besoin de plus de défense contre les missiles balistiques. Ainsi, les États-Unis se dépouillent de leur front spécifique. Où vont-ils envoyer ces missiles? Pas les pays arabes du Golfe, mais Israël. Une énorme insulte, car les pays du Golfe, convaincus que les États-Unis étaient leurs alliés loyaux, réalisent aujourd'hui qu'Israël a toujours été leur véritable priorité. Cette trahison américaine provoquera une crise politique pour le président. À environ 1 heure avant que nous commencions notre conversation, on a demandé au président Scott dans le bureau ovale quel est le pire scénario qui peut arriver. Il lui a fallu un certain temps pour trouver une réponse, mais au cours du processus, il a fait des commentaires qui révèlent sa compréhension de la progression de la guerre. Je ris en imaginant ces mots, mais j'aimerais entendre vos perspectives là-dessus. Chris Kupnov 27, quel est le pire scénario imaginable? Vous avez déjà prévu. En Iran? Je ne sais pas s'il y a un pire scénario. Nous les avons vaincus militairement. D'un point de vue militaire, ils lancent encore quelques missiles. À un moment donné, ils ne peuvent même pas le faire parce que nous frappons tous leurs opérateurs. Nous frappons tous leurs stocks de missiles. Ils ont développé de nombreux missiles ces dernières années. Il y en a beaucoup. Ils ont tiré sur beaucoup de gens et nous avons fait tomber beaucoup de gens. Le pire pourrait être d'éliminer quelqu'un et qu'un autre, tout aussi mauvais, prenne sa place. Cela peut arriver, n'est-ce pas? Nous voulons éviter ce scénario inquiétant où, après quelques années, le remplacement se révèle aussi problématique. Avoir une compréhension précise ou réaliste de l'état des hostilités là-bas. Non, encore une fois, je veux dire, j'ai dit non, je n'ai pas d'informations. Mais ce que je peux dire, c'est que les Iraniens se sont préparés à cette bataille depuis 20 ans. Je tiens à rappeler une idée importante à tout le monde, même si parfois lire les commentaires semble futile, jeter un œil peut être éclairant.
J'ai vu certaines personnes répéter une partie de la propagande israélienne où les Israéliens disent qu'ils ont frappé l'Iran jusqu'aux 12 derniers lanceurs. Le nombre de missiles lancés depuis l'Iran dépasse 12, c'est une certitude. Donc tout de suite, les mathématiques ne fonctionnent plus. Dans la tempête désertique du Golfe, notre objectif était de contrer l'Iran et l'Irak avec leurs 19 lanceurs mobiles en empêchant les attaques sur Israël et l'Arabie saoudite. À la fin de la première semaine et demie, nous en avions détruit 64. Oui, vous l'avez entendu, les Irakiens ont continué à tirer un grand nombre de missiles, montrant une intervention significative dans la région. Le brouillard de la guerre est total et certains militaires surestiment leurs accomplissements réels. Politiquement parlant, il est courant de produire des rapports rassurants pour les dirigeants au lieu de révéler la vérité complète. Je peux vous assurer que les Iraniens ont beaucoup plus de lanceurs que 12 et que nous n'avons même pas commencé à creuser leur stock de missiles. Nous avons peut-être fait sauter certains, que les Iraniens les utilisent comme appât pour absorber les capacités militaires américaines ou quoi que ce soit, mais l'Iran continuera à tirer des missiles beaucoup plus longtemps que nous continuerons à nous défendre contre les missiles. Ce président montre une ignorance remarquable, croyant qu'il peut remplacer le gouvernement iranien. Nous ne pouvons pas. L'Iran est une république constitutionnelle qui fonctionne. Je sais que les États-Unis ne le sont pas parce que nous avons ce culte narcissique de la personnalité. Nous avons un Congrès qui assume la responsabilité absolue des pouvoirs de guerre et non un président qui respecte la Constitution. Une Cour suprême méprisée et ignorée reflète un pays qui ne respecte plus les freins et contrepoids comme mentionné dans le Fédéraliste 51. James Madison a mis en garde contre le danger d'un pouvoir excessif chez un président pouvant conduire à la tyrannie. Bien que notre système prévoie des contrepoids, il ne fonctionne plus. L'Iran le fait. L'Iran est une république constitutionnelle et continuera à fonctionner. Donc l'idée que nous choisissions un remplacement est absurde. L'Iran choisira un remplacement et le remplacement iranien sera celui qui défendra la République islamique. C'est un échec. Il n'y aura pas de changement de régime en Iran. Ce président prend des drogues. Lorsque nous avons parlé samedi, peu de temps après, certains médias européens ont rapporté que le département d'État avait contacté ses homologues du ministère italien des Affaires étrangères pour demander au ministre italien des Affaires étrangères de demander à son homologue iranien s'il envisagerait un cessez-le-feu. La réponse est non. Absolument non. Pourquoi? Si c'est vrai, pourquoi les États-Unis exigeraient-ils un cessez-le-feu 24 heures après son début? Parce que nous savons maintenant que nos illusions de changement de régime ne se sont avérées inefficaces. En éliminant Ali Khamenei, nous avons uniquement provoqué une colère accrue chez le peuple iranien, réalisant que la stratégie iranienne surpassait la nôtre. Nous sommes conscients que si ce conflit se poursuit, l'Iran affaiblira l'économie mondiale, fermera le détroit d'Ormuz et attaquera les infrastructures énergétiques critiques de l'Arabie saoudite, United Airlines et du Qatar. Je veux dire, regardez maintenant en Europe, le prix de l'essence a doublé. Au Royaume-Uni, les prix nets des liquides ou les prix naturels en Europe montent en flèche et vont encore plus haut. C'est la fin de l'économie européenne. Ils ne peuvent pas se permettre de continuer. Nous devons éviter cela. Nous avons donc tendu la main. Nous, le président, sommes également conscients que nous ne disposons pas de ressources suffisantes pour mener à bien cette tâche et nous cherchons donc des solutions faciles. Mais ce président, c'est juste un menteur bien connu, juste un menteur né. Il a dit qu'ils étaient en contact avec les Iraniens. Ils n'ont aucun contact avec les Iraniens. Les Iraniens n'ont pas contacté les États-Unis. Ali Rajani, chargé de reprendre les fonctions de guide suprême qui lui avaient été confiées avant le début de la guerre, a déclaré qu'il n'y aurait pas de négociation. Non, c'est une lutte existentielle pour l'Iran. Ils s'amusent bien ici. Ils ne jouent pas à un jeu stupide. Le président ne fait que faire semblant d'être idiot. Il ne sait rien. Allons au nucléaire. L'Iran va-t-il développer des armes nucléaires? Est-ce apocalyptique parce qu'il pensait que ce conflit pouvait être contenu au Moyen-Orient? C'est dingue. Le Congrès laisse coucher sur le dos. On le sait. Mais de temps en temps, l'un d'eux dit quelque chose de génial. C'est un démocrate. Je suis le député Jason Crow. Si ce nom me semble familier, s'il s'agit d'un agent du renseignement à la retraite ou d'un militaire, je ne suis pas sûr de lequel.
Il était l'une des 6 personnes qui ont rappelé aux militaires leur obligation de désobéir à des ordres illégaux et le ministère de la Justice a tenté de le poursuivre. Le grand jury n'a entendu que la version du gouvernement des événements et a refusé. Voilà l'analyse du représentant Crow qui, selon moi, a fort bien décrypté les justifications et les objectifs avancés par l'administration Trump pour cette guerre prolongée avec des implications complexes. Référence, Chris Ma28. Eh bien, la vraie raison est, s'il vous plaît, levez-vous parce qu'un instant, il y a un changement de régime et l'autre une menace indéfinie, indéprouvable et imminente. Un autre moment est quand quelqu'un d'autre va déclencher cette guerre. C'est pourquoi nous devons commencer avant eux. Cela varie d'une heure à l'autre, d'une personne à l'autre, en fonction de qui vous parlez. C'est de la folie. C'est dingue. Nous avons maintenant plusieurs pays frappés. Cela se répand dans toute la région. Hausse des prix de l'essence. Les marchés boursiers s'effondrent. Des militaires américains sont tués. Nous avons 50 000 hommes et femmes militaires des États-Unis dans cette région, assis dans des bunkers bombardés par des drones et des missiles. Il reste difficile de prédire aujourd'hui si nos ressources suffiront pour assurer une protection robuste dans les semaines et mois problématiques qui se profilent. C'est de la folie. C'est pourquoi Donald Trump n'est pas apte à occuper ce poste, n'est pas apte à le faire bien. Il essaye de projeter du pouvoir. Il prend des décisions sans consulter les autres, sans planifier. Américains, nos militaires méritent mieux que ça. Madison affirme dans Le Fédéraliste que si le président avait un pouvoir exclusif pour déclarer et conduire une guerre, il reviendrait à occuper une position royale. Nous n'élisons pas des monarques. Notre système démocratique rejette ce principe. Madison a également estimé que le Congrès devait faire la guerre, pas approuver une guerre déclenchée par le président. Ce ne sont pas des différences sémantiques. Ces séparations de pouvoir ont été établies pour préserver la liberté humaine afin que trop de pouvoir ne s'accumule pas dans un seul ministère, en l'occurrence le président. Je pense que Madison a aussi écrit The Federalist Den qui parle du factionnisme et des dangers du factionnisme. Bien sûr, c'est ce que nous avons maintenant aux États-Unis. Nous n'avons plus de partis politiques, nous avons des factions. En conséquence, nous ne pouvons pas parvenir à un accord bipartite sur quoi que ce soit maintenant. Soit vous êtes MAGA, soit vous n'êtes pas factionniste. C'est aussi la mort de la République. Madison est une personne très intelligente. Je souhaiterais que davantage de gens explorent et comprennent l'œuvre de Madison, ainsi que les écrits des papiers fédéralistes et antifédéralistes qui ont forgé notre Charte des droits. Cependant, beaucoup de citoyens américains ignorent ces concepts et, étant peu familiers avec la Constitution, restent silencieux face à la dégradation évidente de l'essence même de l'Amérique. Ce président nous a menti depuis le début. Celui-ci. Nous sommes en attaque et nous savons qu'une attaque contre Israël entraînera une riposte iranienne. Il est donc crucial de prévoir cela. Mais il a menti parce que la décision de cette guerre a été prise quand Benjamin Netanyahu est venu aux États-Unis. Comme mentionné auparavant sur les différences entre Israël et les États-Unis, je soulignais qu'il n'en existe aucune, affirmant que les deux nations entretiennent des alliances solides. Le président valide l'opération sur l'Iran. Cette date a été fixée parce que j'ai parlé de logistique qui crée une dynamique qui ne peut pas être ignorée. Ils ont donc montré la carte et ont dit que c'était le jour où nous allons bombarder. Puis, immédiatement après le départ de Netanyahou, le président a lancé une sensibilisation diplomatique. L'objectif de Woodcock et de Kushner était de créer un front diplomatique pour gagner du temps pour le jour où les bombardements commenceront. Sous couvert de diplomatie, un acte de déstabilisation a été insidieusement planifié, dissimulant une attaque sournoise. Cette manœuvre destinée à provoquer un changement de régime repose sur le mensonge d'une inexistante menace nucléaire iranienne, comme le souligne Tulsi Gabbard. Elle le précise notamment car elle connaît les déclarations claires et fermes du leader Ali Khamenei dans ses fatwas. Mais nous savons aussi que les Iraniens ont signé un accord. Nous sommes prêts à signer un accord pour renoncer à leurs biens potentiels, armes nucléaires, 450 kilos d'uranium enrichi à 60% sont mis sur la table, promis de dilution sous surveillance. Non seulement les inspecteurs de l'AIEA, mais aussi les inspecteurs américains et les Iraniens ont accepté de permettre aux inspecteurs américains de retourner là où ils ne l'avaient jamais autorisé. Par conséquent, les Iraniens ont fait de leur mieux pour faire tout ce qui était nécessaire pour s'assurer qu'ils ne peuvent pas poursuivre un programme d'armes nucléaires pour toujours. Il n'y a pas de clause d'extinction. Il n'y a rien. C'est la fin de l'affaire. Donc c'est à propos. Nous avons une solution concernant les armes nucléaires, mais il s'agit principalement d'un changement de régime. Voilà tout. Nous avons échoué. Quand nous avons assassiné Ali Khamenei et sa petite fille de 4 mois,
Nous avons raté les 6 premiers missiles de Téhéran. Nous avons décidé notre propre destin parce que nous avons assuré que le peuple iranien choisirait la voie. Regardez maintenant les rues de l'Iran remplies de deuillants, des millions de deuillants, pleurant la mort d'un homme qu'ils considèrent maintenant comme un martyr. Lorsque nous parlons de la foi chiite, je sais que Donald Trump ne sait rien des chiites. Il ne connaissait rien des 12 réfractions du chiite. Il ne sait pas qui est Ali. Il ne sait pas qui est Hassan. Il ne savait pas qui était Hussein. Il ne savait pas ce que c'était la bataille de Karbala. Ali Khamenei est désormais vénéré comme un saint et un martyr. Ali, Hassan, Hussein et d'autres figures religieuses d'Iran pourraient subir des conséquences dramatiques. Le monde entier, bien sûr, toute la communauté diplomatique, bien sûr, Pékin et Moscou savent que les Américains ne sont pas dignes de confiance et que ces négociations avec l'Iran, comme vous l'avez dit, ne visent que à nous contenir jusqu'à ce que les Israéliens et les Américains croient qu'ils peuvent commencer l'offensive. Les impacts sur les négociations entre les États-Unis, la Russie et l'Ukraine pourraient être considérables. Vous devez être prudent avec ce que je dis ici parce que j'ai parlé à des gens en Russie qui ont la capacité de savoir quelque chose et le sentiment maintenant est que Donald Trump est fou, qu'il ne peut tout simplement pas être crédible. Kirill Dimitri de Steve Witkoff, vous savez, frère, bateau, amitié, comme vous voulez l'appeler, non seulement bloqué mais mort parce que Witkoff ne peut pas être crédible. Il a été dénoncé comme un menteur. Les Russes sont choqués par ce qui se passe ici, parce que cela signifie essentiellement que l'Amérique ne peut pas faire confiance, toutes les pires craintes. Les Russes, par exemple, ont essayé d'expliquer le fait que Donald Trump était au téléphone avec Vladimir Poutine, tandis que les Ukrainiens envoyaient 91 drones commandés par la CIA pour assassiner leur président. Ils continuent à essayer de prétendre que Trump n'a rien à voir avec ça, que c'était une erreur, etc. Eh bien, ce n'est pas une erreur. Ils savent maintenant que Donald Trump est tout à fait capable de trahir sa promesse et de se cacher derrière le bouclier de la diplomatie alors qu'il essaye de vous tuer, il essaye de tuer le président russe. C'est une réalité acceptée à contre-cœur. Vous voyez Sergei Lavrov commencer à parler de ce concept de voir l'esprit de l'Alaska. Écoutez, je devrais aller en Russie plus tard ce mois-ci et j'ai essayé d'organiser des discussions de groupe sur des choses de cette nature. Les Russes m'ont dit qu'ils hésitent parce que j'ai pris une position anti-Trump. Je suis désolé, je ne suis pas anti-Trump. Je suis juste pour la Constitution. Le fait que Trump soit tellement inconstitutionnel le prouve, mais ils étaient très nerveux à propos de travailler avec moi parce qu'ils sentaient que je vais détruire l'esprit de l'Alaska. Je pense que l'esprit d'Alaska n'existe plus. Je pense que les Russes se sont réveillés, mais pas seulement la Russie. Donald Trump devrait être avec Jinping en avril. Comment les Chinois peuvent-ils commencer à faire confiance à cet homme? Comment quelqu'un pourrait-il croire cet homme? Comment peut-on faire confiance aux États-Unis? Nous avons perdu toute crédibilité. Nous n'avons pas de crédibilité. On ne peut rien faire confiance. C'est ce que Donald Trump a fait. N'appelez pas cela le syndrome de la folie de Trump. J'ai vu des gens dire que c'est ridicule. Honnêteté, objectif. C'est un fou qui a créé un culte de la personnalité. Observez le drapeau du ministère de la Justice. Son symbolisme est frappant. Dans Harry Potter et les reliques de la mort, le ministre de la magie baisse son étendard lorsqu'il établit son régime autoritaire. Même si je répugne généralement à faire référence à des films, notamment Harry Potter, ce parallèle paraît pertinent car je viens de le voir en famille et sa résonance est forte. Mais c'est un culte de la personnalité. Ce n'est pas le but de l'Amérique. Nous devrions être les plus éloignés d'ici. Mais c'est ce que nous sommes devenus. Un culte de la personnalité que Donald Trump considère comme le plus important. C'est plus important que toute autre chose. Les gens nous disent que cet homme joue aux échecs en 4 dimensions. Cette personne ne sait même pas jouer aux dames 1D et nous devrions maintenant lui donner la capacité de manipuler les choses autour de lui. Vous savez, Spock World et tout ça. Cet homme est vraiment l'homme le plus ignorant que la Maison-Blanche ait jamais connu. Il ne sait rien du monde dans lequel nous vivons. Il ne connaissait rien de l'armée. Il ne connaît rien de l'économie. C'était un homme moralement faible, moralement compromis, intellectuellement faible, vulnérable au dernier murmure à l'oreille. C'est ce qui le rend très dangereux parce qu'il est entouré de flatteurs et de personnes plus loyales à l'État d'Israël qu'à la Constitution américaine. Ces gens lui chuchotaient à l'oreille. En conséquence, nous nous sommes retrouvés dans un piège mortel en Iran. Scott Ritter, merci beaucoup, mec. Enthousiaste, courageux, intelligent, honnête et aussi perspicace que toujours. Je vous souhaite tout le meilleur. À tout de suite. Merci beaucoup. Je vous remercie. Bien sûr.
Dans le bruit des écrans, les ombres font la loi. Des titres qui s'allument puis s'éteignent sans voix. On lit entre les lignes, on suit le fil discret. Les mots qu'on n'a pas dit, les gestes qu'on promet. La nuit porte des preuves, des signes à moitié. Un chiffre, une image, un regard détourné. Si tout semble clair, c'est peut-être un décor. Nous on cherche la faille et la vérité dehors. Les non-dits, on les met en lumière. Quand le monde se tait, on écoute la poussière. Les non-dits, on recolle le sens. À froid, sans cri, mais avec exigence. Les non-dits, au cœur de la nuit, on ouvre les dossiers et le réel surgit. Des promesses en coulisses, des mains sous la table, des versions officielles, trop lisses, trop hables. On compte les secondes, on suit les trajectoires. Les cartes se déplacent, échangent d'histoire. Un port, un ciel chargé, un message chiffré. Des alliances qui craquent, des pactes déchirés. Si l'info te traverse comme un courant sans fin, ici on la ralentit pour voir ce qu'elle peint. Les non-dits, on les met en lumière. Quand le monde se tait, on écoute la poussière. Les non-dits, on recolle le sens. À froid, sans cri, mais avec exigence. Les non-dits, au cœur de la nuit, on ouvre les dossiers et le réel surgit. On ne vend pas des peurs, on cherche des repères. On sépare le bruit des faits, la scène du mystère. Chaque phrase a son prix, chaque silence un poids. Mais la vérité respire quand on tient le cap droit. Regarde bien la trame, derrière le spectacle. Les détails sont des clés et les angles des actes. Si tu veux comprendre au lieu de simplement croire, reste avec nous, on remonte le miroir. Les non-dits, on les met en lumière. Quand le monde se tait, on écoute la poussière. Les non-dits, on recolle le sens. À froid, sans cri, mais avec exigence. Les non-dits, au cœur de la nuit, on ouvre les dossiers et le réel surgit.